Une nouvelle mort mystérieuse dans la Somme, le corps d'une jeune femme découvert ce matin sous une camionnette au bord d'une route nationale. Rentrée très anticipée pour les écoliers de Maillé-Chazelot en Haute-Saône, mais les rythmes scolaires adoptés les contraignent à écourter leurs vacances. Nous interrogerons à ce sujet François Testu, spécialiste des rythmes des enfants. On se retrouve dans un instant. Un document dans ce journal, interview exclusive de Raymond Roumsas, le coureur cycliste 3e du dernier Tour de France, était resté muet après l'arrestation de sa femme. Sur France 2, il affirme que les produits dopants saisis ne lui étaient pas destinés. Devant la multiplication des opérations de secours en mer ou en montagne, la polémique enfle. Faut-il faire payer les imprudents? Et puis nous irons sur l'île de Ré où tout l'été, une exposition fait revivre le douloureux passé des bagnards. Saint-Martin de Ré, port d'embarquement pour kayak. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le corps d'une jeune femme a été découvert tôt ce matin sous une camionnette dans le village de Villers-Bretonneux dans la Somme. Pour les enquêteurs, il ne peut pas s'agir d'un accident. Cette mort suspecte relance l'inquiétude dans ce département où depuis le début de l'année, 2 femmes ont été violées et tuées dans des conditions atroces. Aurélia Guillemin et Dominique Mas. Le corps est encore sur place. C'est sous cette camionnette qu'à 8 h ce matin, il a été découvert. Le véhicule abandonné est égaré au bord de la nationale menant à Amiens. En voulant déplacer la camionnette, les gendarmes ont découvert le corps d'une jeune femme coincée sous l'avant. Depuis, ils ratissent le secteur à la recherche du moindre indice. La victime n'a pas encore été identifiée, mais l'affaire en rappelle étrangement 2 autres. Le 8 juillet dernier, Patricia Leclerc, 19 ans, est retrouvée sans vie près de Péronne. Son corps meurtri et à demi nu est découvert derrière ce ballot de paille. L'autopsie établira qu'elle a été agressée sexuellement avant d'être volontairement écrasée par une voiture. 6 mois plus tôt, dans le même secteur, c'est le corps d'Élodie Kulik, une jeune banquière de 24 ans qui est découvert, dénudée et calcinée, dans ce chemin boueux. Cette fois, la jeune femme parvient à composer le 18 pendant son agression. L'enregistrement des pompiers permettra d'établir que la jeune femme a été violée et tuée par au moins 3 hommes. Tertry, Ville-sur-Ancre, Villers-Bretonneux, 3 communes de la Somme, 3 victimes en moins de 8 mois. Si les enquêteurs n'ont pas pu encore établir de lien, cette série de jeunes femmes tuées commence à sérieusement inquiéter. En Grande-Bretagne, la police a levé les derniers doutes sur l'identité des corps retrouvés près de Soham. Il s'agit bien de ceux de Jessica et Holly, les 2 fillettes de 10 ans disparues le 4 août. Leur meurtrier présumé, Ian Huntley, a été interné dans un hôpital psychiatrique et aujourd'hui sa compagne a été mise en examen pour entrave à la justice. Vincent Guyenne et Michael Barnes. Une couverture pour protéger Maxine Carr du regard de la foule. C'était un minimum, car lorsque l'ancienne assistante scolaire de Holly et Jessica a été présentée au juge ce matin, la rue l'attendait de pied ferme pour crier sa haine et son dégoût. Elle est accusée d'avoir menti à la police pendant l'enquête. Sans doute a-t-elle cherché à protéger son compagnon, Ian Huntley, l'auteur présumé du double meurtre. Le gardien du collège de Soham a été transféré dans une unité psychiatrique de haute sécurité pour y subir des examens. Nous avons exprimé notre inquiétude sur son aptitude à répondre aux interrogatoires de police. Il restera dans cet hôpital pour un temps indéterminé. À l'hôpital de Rampton se trouvent plusieurs psychopathes dangereux, comme par exemple celle qu'on avait surnommée l'ange de la mort il y a 10 ans. Beverly Halit, une infirmière qui a tué 4 enfants et agressé 9 autres. L'établissement jouit d'une solide réputation, même si certains le trouvent trop confortable pour des criminels. Huntley sera examiné durant 28 jours dans un premier temps, puis on devra décider s'il peut oui ou non être jugé. Si le jury décide que mentalement il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe à la cour et qu'il n'est pas capable de donner, d'expliquer à ses avocats ce qui se passe, eh bien dans ce cas-là, il sera détenu à vie jusqu'à ce qu'il aille mieux pour un jour pour suivre le procès. Il ne s'agit donc pas encore de déterminer si Huntley était mentalement perturbé au moment des faits, ce qui diminuerait sa responsabilité pénale. Ce sera pour le procès s'il a lieu un jour. Un procès attendu par Soham et toute l'Angleterre, meurtri par cette affaire.
Mercredi 21 août, jour de la rentrée scolaire. Mais pour cette rentrée anticipée, aujourd'hui, seuls 88 élèves étaient concernés. Ils fréquentent l'école de Maillé-Chazelot, petit village près de Vesoul, en Haute-Saône. Une école où l'on travaille 5 matinées et 2 après-midi par semaine, ce qui contraint à raccourcir un peu les vacances d'été. Sur place, Nabila Tabouri et Dominique Bonnet. Maître Corny venait de sortir la porte. Venez de sortir. Venait de sortir. Point. Alan semble fâché avec la ponctuation. Après 1 mois et demi de vacances, c'est peut-être normal. À l'école de Maillet, on ne perd donc pas de temps. Alors, est-ce que les enfants ont apporté une échelle? Pour ces élèves, exercice de lecture et explication de texte dès la première partie de la matinée. C'est à ce moment-là que les enfants sont les plus attentifs. À Démonstration. l'école de Maillet, on a construit nos emplois du temps en mettant dans le pic de haute vigilance du matin les activités de français, les activités de mathématiques, et puis en mettant dans le pic de haute vigilance de l'après-midi les activités qui font appel à la mémoire longue, comme l'apprentissage d'une langue étrangère, comme la géographie, comme l'histoire. Les élèves ont cours le matin et 2 après-midi par semaine. Le reste du temps est réservé aux arts plastiques, à la musique et aux excursions, des activités moins consommatrices d'énergie. Je suis moins fatiguée parce que comme je reste pas à l'école jusqu'à 6 heures, et ben au moins je peux faire mes devoirs de bonne heure et comme ça je me couche de bonne heure aussi. Les activités extrascolaires, estimées à 150 € par élève et par an, pèsent sur le budget de cette commune de 600 habitants, un sacrifice jugé nécessaire par la municipalité. Ça rapporte de pouvoir conserver l'école, conserver ce qui fait partie de la vie du village, de l'animation du village, que nous ne soyons pas seulement un village dortoir. D'ailleurs, chaque année, des familles viennent s'installer à Maillet pour y scolariser leurs enfants. C'est bien diversifié, quoi. C'est très bien. De toute façon, elle me dit jamais je ne veux pas y aller, vraiment. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Si le système fonctionne à Maillet, c'est grâce au consensus parents-enseignants. Tous les ans, il vote sa reconduction à 97%, un véritable plébiscite. Voilà, alors si vous ne l'aviez pas encore noté, la rentrée scolaire c'est officiellement le mardi 3 septembre, mais 26%, un quart des écoles françaises en fait, rouvriront leurs portes aux élèves avant cette date fatidique pour cause d'aménagement de rythme scolaire. En direct avec nous, François Testus, spécialiste des rythmes scolaires, bonsoir. Que pensez-vous de ce rythme adopté dans cette école de Haute-Saône, 5 matinées et 2 après-midi de travail? Je pense que cet aménagement a des points positifs, notamment dans le respect des rythmes journaliers de l'enfant. Je crois que c'est un aménagement qui est fait pour l'enfant et on ne peut que se réjouir. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point, c'est qu'on a intégré le temps scolaire dans un temps périscolaire et extrascolaire. C'est aussi appréciable. Et on a réparti les activités sur 9 demi-journées et demie. Je pense que c'est quelque chose qui est appréciable. Quel serait le rythme idéal selon vous? Le rythme idéal serait d'abord de respecter les rythmes de vie de l'enfant au niveau de la journée. Ensuite, d'alléger cette journée pour les plus jeunes parce que c'est trop long. Essayer de respecter la rythmicité 7+2, 7 semaines de travail scolaire, d'activité scolaire et 2 semaines de vacances. Intégrer le temps scolaire dans le temps péri et extrascolaire, ce qui justifierait la notion de loisir éducatif et aussi la poursuite de la politique des contrats éducatifs locaux. Aussi proposer des emplois du temps qui permettent le respect du sommeil des enfants, car du respect de ce sommeil dépendent des comportements adaptés de l'enfant et également bien ses apprentissages. François Testus, nous sommes aussi à l'heure des inscriptions pour les activités sportives et culturelles de septembre. Les parents s'en occupent en ce moment et on est parfois effaré du véritable marathon de certains enfants le mercredi qui enchaînent piano, ping-pong, karaté, catéchisme. Selon vous, quel est le bon dosage? Je pense qu'il y a là ni trop ni pas assez. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut que l'enfant puisse participer à des activités éducatives autres que les activités éducatives scolaires, encadrées soit par les parents, soit par les associations. Et il faut aussi que l'enfant ait ses temps de liberté et sa niche de liberté. Sinon, il va être trop vite surbooké et surchargé de travail. C'est-à-dire à vous écouter, deux activités vous semblent bien?
Oui, ça me semble tout à fait raisonnable. Ceci dépend aussi de l'âge de l'enfant, de ses capacités à emmagasiner toutes ces activités. Mais je crois qu'il ne faut pas dépasser le nombre de 2 activités. François Testu en direct avec nous. Merci pour cet éclairage. Non, merci. En tout cas, même en ce mois d'août, certains parents d'élèves ont remis leur progéniture au travail, même si elle ne va pas vraiment à l'école. Il s'agit du soutien scolaire, un secteur économique en pleine expansion. Reportage Florence Griffon et Philippe Jasselin. Au secours, la rentrée approche, les parents s'affolent. Je vais faire travailler avant la rentrée. On peut vous proposer, si vous désirez, donc un stage de pré-rentrée. Oui. Depuis une semaine, cette entreprise de soutien scolaire a reçu plus d'1 millier d'appels à l'aide. Ça fonctionne bien avec l'enseignant. Les parents qui sont quand même aujourd'hui de plus en plus conscients des enjeux qu'il y a derrière la scolarité nous appellent avant la rentrée scolaire pour que l'enfant se remette tout de suite dans le bain dès la rentrée et qu'il n'y ait pas un trop fort décalage entre ce qu'il a pu vivre l'année précédente et l'année qui va arriver. Cours de pré-rentrée, soutien continu ou entraînement intensif aux examens, les parents en veulent toujours plus. Le marché explose, plus 50% de croissance pour cette entreprise en 1 an. 98 multiplié par 3, le calcul est en ligne. Depuis 15 jours, Margot révise à la maison le programme de français et de calcul du CM2. Ouais, n'oublie pas les gars. J'avais besoin de rattraper. Parce que c'était pas... On m'a pas appris tout ce que j'avais besoin de savoir aussi pour la 6e. Le professeur est payé directement par les parents de 25 à 30 euros de l'heure. Un emploi à domicile qui permet une large réduction d'impôts. C'est égal à 520. Très bien. Si ça fait avancer l'enfant, si ça lui permet de faire ses devoirs et d'apprendre en toute sérénité, pour moi, ça n'a pas de prix. Si Margot a de réelles difficultés, de plus en plus d'enfants suivent ses cours pour être les meilleurs. Une course à l'excellence qui débute désormais avant la rentrée. Edita Roumsas devra patienter encore une semaine derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie pour être fixée sur son sort. L'épouse du coureur cycliste a été entendue par la justice ce matin. Après sa demande de remise en liberté, le parquet a requis son maintien en détention. Voilà près d'1 mois maintenant qu'elle a été arrêtée avec des produits dopants dans sa voiture. Un document dans ce journal. Pour la première fois, Raimondas Roumsas parle à la télévision depuis l'arrestation de sa femme au dernier jour du Tour de France. Le coureur cycliste lituanien a reçu une de nos équipes en Toscane, dans le village de Lunata, près de Pise. Raimondas Roumsas, 3e du Tour de France, nie s'être dopé. Il affirme que les produits saisis par les douanes françaises dans le véhicule de son épouse ne lui étaient pas destinés. Interview exclusive Dorothée Cochard. Ce pourrait être une scène ordinaire de vacances en famille, mais les vacances sont forcées et l'homme n'a rien d'ordinaire. Raimondas Roumsas, 3e du Tour de France, est suspendu par son équipe, soupçonné de dopage, et privé de son épouse, emprisonnée en France depuis 3 semaines. Je suis abattu moralement. Après la course, déjà j'étais très fatigué physiquement, et là ces événements sont venus s'ajouter à cette fatigue. Et donc, je le répète, je suis abattu moralement. C'était il y a presque 1 mois. Raimondas Roumsas venait de monter sur la 3e marche du podium. Une 3e place inespérée pour sa première participation à la Grande Boucle. Quelques heures plus tard, la police française arrêtait sa femme à la frontière. Une 40aine de médicaments dans le coffre, dont plusieurs produits dopants. Elle affirme alors que c'est pour sa mère, et puis elle se rétracte. Elle est finalement mise en examen. La police la soupçonne d'avoir approvisionné son mari pendant l'épreuve. Mais le cycliste affirme ne rien savoir sur ces médicaments. Je pensais, sans connaître la quantité de médicaments, qu'ils étaient destinés à elle-même, ou bien, plus probablement, à ma belle-mère. Le coureur a subi 4 contrôles pendant le Tour de France, qui se sont tous révélés négatifs. Il a également réalisé par la suite des contrôles complémentaires pour prouver sa bonne foi, eux aussi négatifs. En revanche, il n'a pas voulu se présenter à la police française. En fait, s'il voulait vraiment me poser des questions, il serait venu ici pour me les poser. Alors que si moi, volontairement, je m'étais rendu en France, je crains fort que mon sort ne soit identique à celui de ma femme. En France, son épouse encourt jusqu'à 7 années de prison et 150 000 € d'amende. Mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur l'avenir du coureur. Si jamais l'Union cycliste internationale ne donne pas crédit à sa version des faits, si jamais elle le croit coupable de dopage, elle pourrait bien le suspendre 1 année peut-être. Autrement dit, pour ce cycliste déjà âgé de 30 ans, une retraite anticipée.
Sur le front des inondations en Europe centrale, prolongation de l'état d'urgence dans 5 régions de la République tchèque, illustration de la difficulté d'un retour à la vie normale pour ses habitants au nord de Prague. Reportage Christelle Bertrand et Loïc Delamornay. Nous sommes à 60 km au nord de Prague. Les 220 maisons de České Kopisti ont été inondées. Une semaine après, la trace de la crue saute encore aux yeux. Le village a été déclaré zone interdite par sécurité. Pourtant, les habitants sont là. Les autorités, contre la signature d'une décharge, leur permettent de sauver le peu qui leur reste, à leurs risques et périls. Oui, c'est normal de signer. Nous sommes autorisés à nettoyer, mais en aucun cas à venir revivre dans nos maisons. Cet homme a quasiment tout perdu. Il habite au rez-de-chaussée. Depuis hier, il trie ses affaires. Elles tiennent désormais dans le coffre de sa voiture. Ici, les habitants n'ont vu ni militaires, ni sacs de sable, juste l'adjoint au maire, sans arrêt au téléphone, qui apporte un soutien moral et qui organise la distribution de l'aide humanitaire arrivée au compte-gouttes. La seule personne étrangère au village, c'est l'assureur. Elle fait remplir aux habitants une déclaration de dégâts. En échange, elle leur promet l'arrivée prochaine d'un chèque par la poste. C'est le premier volet de notre travail. Nous donnons aux gens des avances pour commencer la reconstruction. Les gros travaux seront entamés lorsque les maisons seront sèches. Les experts passeront dans les prochains jours. Aujourd'hui, officiellement, le village est encore évacué, mais personne ne veut plus longtemps le laisser à l'abandon. Le village de České Kopisti est loin d'être un cas unique en République tchèque. Un peu plus au nord, à l'endroit où l'Elbe et le Danube se rencontrent, les dégâts sont encore plus importants. Certains villages ont été entièrement emportés par les eaux et là, personne ne sait si un jour ils seront reconstruits. Sur le Danube, en Bavière, 30 000 litres de carburant se sont déversés d'une péniche. Le bateau qui se dirigeait vers Vienne a fait une fausse manœuvre et a coulé dans une écluse. Il transportait près de 2 millions de litres de mélange d'essence. Un risque d'explosion persiste. Les riverains ont été invités à se calfeutrer chez eux. L'Allemagne, où le bilan est maintenant de 23 morts. Le nord du pays attend avec angoisse les inondations. Quant au sud, il constate avec effarement l'étendue des dégâts. Là aussi, des scènes poignantes dans les villages balayés par la crue. Illustration à Pirna, près de Dresde, Yasmina Farber. Toute leur vie, tous leurs souvenirs jonchent les rues de la vieille ville de Pirna. Un dépotoir à ciel ouvert, des tonnes de meubles et d'objets totalement détruits par l'Elbe et la boue qu'elle a laissée sur son passage. Dans le supermarché, les habitants se sont mobilisés pour débarrasser les rayons de tous ces produits, ces aliments qui moisissent. C'est terrible de voir ça, on est obligé d'aider. Le café de Pirna ne verra pas de clients de sitôt. 2 frères en sont les propriétaires, ils pensent déjà à repartir. Pour le moment, on n'a pas d'informations. On espère seulement des aides généreuses. Mais si rien ne vient, je vais voir la vie en noir. Repartir à zéro, c'est un cauchemar pour la famille Löschke. Elle venait à peine de restaurer sa maison. Je n'ai même plus la force de pleurer. Ça fait tellement mal au cœur. L'aide d'urgence de 2 000 € au maximum, ça représente juste de quoi racheter une cuisinière et des lits pour les enfants. Et puis c'est tout. L'Allemagne enregistre déjà 40 millions d'euros de dons qu'il faudra répartir entre les différentes villes touchées. À Pirna, on attend de l'argent, mais aussi des bras. Sur son site internet, la ville a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour aider à effacer les traces de l'invasion de l'Elbe. Intempéries encore en Chine, cette fois, déjà 900 morts dans la province de Hunan. Les eaux du lac Dongting ont dépassé de 2 mètres le niveau d'alerte. Son débordement est donc maintenant imminent. 2000 soldats, vous le voyez, sont mobilisés pour protéger les 10 millions d'habitants menacés. En 1998, une crue de ce lac avait déjà fait 4000 victimes. Au Proche-Orient, opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, des troupes d'infanterie appuyées par une vingtaine de blindés et des hélicoptères d'assaut sont entrés dans la ville de Khan Younes. Un Palestinien a été tué. Les soldats ont détruit des maisons abandonnées qui servaient de position de tir. Aux États-Unis, c'est une épidémie qui commence à inquiéter sérieusement les autorités. La fièvre du Nil occidental a fait une nouvelle victime, un homme de 84 ans.
C'est la 14e personne à décéder de cette maladie transmise par les moustiques. Djilali Belaïd et Florence Chalandon. Ce moustique transporte le nouvel ennemi invisible des Américains, un virus appelé West Nile. Depuis le début de l'année, il est responsable d'une véritable épidémie, 253 cas, 14 morts, les 2 derniers cette semaine. Apparu à New York il y a 3 ans, le virus a été depuis retrouvé dans 38 États. À elle seule, la Louisiane compte 8 morts. Avec ses marécages, cette région offre aux moustiques un environnement propice à son développement. La maladie ressemble à une grippe. Fièvre, maux de tête, avec des troubles neurologiques, notamment des méningites, qui peuvent être mortels. Originaire d'Afrique, le virus est passé par l'Europe, transporté par des oiseaux migrateurs. D'ailleurs, des chevaux en sont morts en Camargue il y a 2 ans. L'Europe étant plus proche de l'Afrique que l'Amérique, les scientifiques français renforcent leur vigilance. Nous surveillons la diffusion, nous recherchons le virus dans les moustiques, dans les oiseaux migrateurs, mais pour l'instant on n'a pas de cas humains, on n'a pas eu ces épidémies comme on a observé en Amérique du Nord. À ce jour, il n'existe ni traitement, ni vaccin contre le virus. La seule arme, c'est la prévention, avec l'épandage d'insecticides. Faut-il faire payer les secours aux inconscients? Oui, répond le maire de Sainte-Foy en Tarentaise. Cette commune de Savoie a pris un arrêté en ce sens, relançant ainsi le débat sur la gratuité des opérations de recherche. Laurent Di et Thierry Simonet. Une simple sortie en hélicoptère et la facture d'un sauvetage peut déjà atteindre 7 000 €. Une somme qui, depuis une loi de février dernier, peut être à la charge de la personne bénéficiaire de l'intervention. C'est le cas par exemple sur cette commune de la Haute-Tarentaise où les randonneurs sont nombreux. Sainte-Foy est en effet l'une des premières villes à appliquer cette loi. On ne peut pas accepter que les gens partent la fleur au fusil en montagne sans s'inquiéter de savoir comment ça va se passer en cas de pépin. Et intimement sachant que de toute façon, ils seront toujours secourus par la collectivité. Raison invoquée, un coût trop important pour les petites communes. Du côté des professionnels de la montagne, on a conscience du problème, mais on craint à terme une privatisation des secours et un fonctionnement inégalitaire. On va effectivement donner la priorité aux gens qui ont les moyens de s'assurer, qui ont les moyens de payer des secours de qualité. Et je crois que ça c'est vraiment très très grave. La mesure pourtant ne semble pas choquer les randonneurs de Sainte-Foy. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont quand même imprudents. Donc dans certains cas, je pense qu'il est nécessaire d'appliquer cette règle-là. Si la personne a pris vraiment un risque toute seule, oui. C'est à elle de s'assumer dans ces cas-là. Attention cependant, le champ d'application de la loi de février ne concerne pas uniquement les randonnées en montagne, mais bien toute activité de sport et de loisirs, planche à voile, VTT, autant de pratiques qui devront peut-être désormais rimer encore plus avec responsabilité. Et sur mer aussi, la question de la gratuité des secours se pose. La solidarité n'est pas un vain mot, mais devant l'imprudence de certains plaisanciers et la multiplication des sorties pour les sauveteurs, le problème du coût revient dans le débat. David Bazier et Bernard Bonnard. En été, c'est de bon matin que débute la grosse journée de la brigade nautique de gendarmerie d'Arcachon. Mission, veiller et secourir les 2600 bateaux de plaisance du bassin d'Arcachon. Rien à signaler depuis quelques jours, mais les gendarmes ont déjà secouru 60 embarcations depuis le début de l'été. Généralement, c'est par rapport aux plaisanciers qui se retrouvent en difficulté, soit pas de moteur, pas d'essence. À terre, les secouristes de la Société nationale de secours en mer d'Arcachon s'activent. Ils n'ont que quelques heures pour réparer une panne et repartir en mer. La SNCM, c'est le cœur du secours en mer, des cotisations volontaires et des bénévoles qui ont de plus en plus de travail. Il y a de plus en plus de sauvetage parce qu'il y a de plus en plus de bateaux. Et les gens ils prennent la mer sans trop de connaissances techniques et maritimes. Pendant que les collègues d'Arcachon réparent, ce sont les bénévoles du Cap Ferré qui veillent. Il y a quelques jours, ils secouraient un voilier. Le sauvetage de la personne est gratuit, mais le remorquage du voilier, lui, est traditionnellement payant. On envoie la facture. C'est pour cela qu'en mer, la question de faire payer les personnes secourues se pose moins qu'en montagne, même si on peste après les plaisanciers les plus imprudents. Nous avons l'indélicat. Ceux-là, oui, il faudrait les faire payer. Mais à ce moment-là, il faut faire travailler la justice. Mais le reste, vous savez, les plaisanciers, les gens qui utilisent le bassin, non, je crois que non. Car tout plaisancier obéit normalement à la solidarité des gens de mer qui veut que tout bateau en difficulté soit secouru par son voisin.
Tragique méprise pour 2 touristes françaises en vacances en Andorre. Dans un café de la Principauté, elles ont été grièvement brûlées à l'œsophage et à l'estomac en buvant un liquide qui ressemblait à de l'eau. Le liquide est en cours d'analyse, mais il semble que ce soit un produit extrêmement corrosif qui se trouvait en fait dans la bouteille. Peut-être une confusion dans les récipients dans ce restaurant. À Nieppe, dans le Nord, les douanes ont intercepté une cargaison de plus de 15 000 litres de vodka transportés illégalement par un camion portugais. Il se rendait en Grande-Bretagne où les fortes taxes sur l'alcool rendent ce trafic particulièrement lucratif. 2 jours après la fin de Technival dans les Alpes, Nicolas Sarkozy a reçu des organisateurs de Rave Party. Et pas de musique au ministère de l'Intérieur, mais le ministre a annoncé la mise en place d'un réseau de médiateurs pour faire le lien entre les préfectures et les organisateurs de ces fêtes techno, souvent dans l'illégalité. Nicolas Sarkozy qui par ailleurs a reçu à un autre moment de la journée les élus de Cherbourg inquiets du nouvel afflux de réfugiés. Nicolas Sarkozy s'est engagé à renforcer les effectifs policiers dans le port de la Manche. À 3 semaines de la présentation du projet de loi de finances, le débat ouvert aujourd'hui par Pierre Méhaignerie risque d'embarrasser le gouvernement. Le président UMP de la Commission des finances de l'Assemblée nationale estime en effet que l'objectif d'une croissance de 3% pour 2003 est irréaliste. Il propose donc de retarder les baisses d'impôts et de revaloriser les bas salaires. Ce pourrait être un caprice de star, mais si la chanteuse Lio a refusé de se produire dimanche soir à Orange, c'est pour des raisons politiques. La célèbre interprète du Banana Split affirme qu'elle ignorait que la mairie Front National était le vrai commanditaire de ce spectacle gratuit. Caroline Gauthier et Nathalie Jourdain. Lio en concert sur la promenade des Anglais hier soir, l'occasion de redonner vie à quelques vieux tubes de la chanteuse. En tournée à travers la France tout l'été, l'artiste avait prévu de faire étape dans 35 villes, comme ici à Nice. Programme respecté sauf dimanche soir à Orange, quelques heures seulement avant le début du concert, Lio refuse de monter sur scène. La vérité, c'est que quand j'ai posé la question, on m'a mis en avant plein feu comme étant le seul commanditaire travaillant pour une boîte privée. Et dès que j'arrive sur place, la première personne qui m'accueille dit « je travaille pour la mairie ». Je suis un personnage public, tout acte est politique. Et même si c'est moins confortable pour moi je préfère ce positionnement. C'est ce que j'ai envie que mes enfants voient. Ne pas cautionner une municipalité sous étiquette Front National, cet argument, le producteur du spectacle ne le comprend pas, d'autant plus que le contrat signé avec Lio remonte au 30 juin dernier. Nous, on fait tout l'été des tournées, on travaille pour toutes les villes. À Orange, en gratuit, on a passé Sacha Distel, Pascal Brunner, Julie Pietri. Tout le monde est passé, on n'a eu jamais, on n'a aucun problème. Quant au maire d'Orange, Jacques Bompard, il déplore le manque de respect de l'artiste pour le public, avec une pointe de sarcasme. Je pense qu'elle est en baisse d'audience et qu'elle se fait un coup de pub. Sur l'esplanade Verdi où Lio devait se produire, les employés municipaux font désormais place nette. Plus de concerts gratuits à Orange avant l'été prochain. Pour les touristes en vacances au bord de la Méditerranée, près de Sifour-Plage dans le Var, c'est un peu, l'île de la Tentation. Un site magnifique, une eau limpide, des plages quasi désertes, telle est l'île des Ambiaises. Et comme c'est un jet de pierre de la côte, on peut même y accéder à pied. Une habitude qui n'est pas du goût du propriétaire des lieux, la société Ricard, qui a instauré cet été un péage. Olivier Théron, Virgile Lado. Ils sont 4 et ils sont là pour dissuader ou pour faire payer. Jusqu'à l'année dernière, les touristes clandestins étaient encore tolérés sur l'île privée. Mais depuis cet été, l'accès aux Ambiais est salé, c'est 6 €. Je suis dégoûtée, ouais, carrément, parce que c'est une belle île, les gens ils en prennent soin et je comprends pas pourquoi ils font payer alors que c'était gratuit jusqu'à l'année dernière. Je comprends pas pourquoi ils commercialisent. Je pense que M. Ricard il serait pas content. Mais c'est la famille Ricard justement qui a décidé l'instauration de ce péage. L'accès à l'île se fait normalement en bateau. Le prix du billet, 7 €, comprend le droit d'accès. Pour faire payer les piétons qui passent à gué, ce n'est pas si facile. La plage, ce qu'on appelle le domaine public maritime, est libre d'accès et gratuit. Ce n'est donc que si le touriste quitte la plage qu'il doit payer. Une fois que vous allez vous engager sur l'île, d'abord ce n'est pas pour rester juste sur la limite. Vous allez vous engager sur l'île parce que c'est intéressant ce qui s'y passe. Il y a des manifestations, il y a des boutiques, il y a également tout un tas de services. L'écologie, c'est l'autre argument avancé pour dissuader les touristes de passer à gué. La lagune du Brusque est un espace normalement protégé.
D'un point de vue légal, lorsqu'on marche à l'intérieur de la lagune, on la piétine, on laboure le fond. Une personne ça va, mais 10, 100, 200, 300, ça finit par labourer complètement le fond de la lagune et donc détruire cette cime de qui est protégée. Depuis le début de l'été, le nombre de passages à pied a baissé. 50 tickets par jour sont vendus en moyenne. Les agents de sécurité ont pour consigne de ne pas faire de zèle. Voilà, alors on est fort en géographie mais pas en orthographe. L'île des Ambiaises, E-M-B-I-E-Z, contrairement à ce que nous avions écrit sur la carte. Une querelle de clocher au sens le plus strict du terme à Roussillon, ROU2SI2LON, dans le Vaucluse. Les habitants s'émeuvent de l'installation sur le toit de l'église d'une antenne relais de téléphone du réseau SFR. Pêle-mêle, on dénonce la pollution visuelle et les risques pour la santé. Vincent Fourcade. Depuis un millénaire, cette église romane coulait des jours tranquilles sur les hauteurs du Vaucluse. Mais un matin, monsieur le curé sort de chez lui et constate que son église sert maintenant de relais téléphonique pour SFR. Colère du prêtre qui menace de ne plus faire catéchisme, trop inquiet pour la santé de ses ouailles. Ça me pose un drôle de problème, à la fois pour les paroissiens et pour les petits du catéchisme. Ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Je ne voulais pas les mettre en danger. Ça c'est... Depuis la découverte, le village de Roussillon se mobilise, car les paroissiens n'acceptent pas d'être mis devant le fait accompli. Je ne vois vraiment pas pourquoi on peut mettre une antenne sans l'avis des gens qui sont autour. Je trouve que c'est bien si elle part. Si elle s'en va, c'est très bien. Je trouve que ce n'est pas tellement bien de mettre une antenne sur un monument du XIIe siècle. Ça enlève la personnalité. Je ne vais pas aller jusqu'à monsieur le curé qui dit que, non pas de lui, mais enfin, on dit que la voix de Dieu sera transformée, mais je ne le pense pas. Chez SFR, on rappelle qu'une centaine d'églises françaises est déjà équipée d'antennes relais. L'opérateur reconnaît cependant un léger défaut de communication. Il y a peut-être effectivement des informations complémentaires que les gens n'ont pas eues, au titre des informations générales sur la téléphonie, ou au titre d'informations qu'ils ont pu avoir par ailleurs dans la littérature ou autre, sur lesquelles ils ont certaines interrogations. Une réunion d'information aura donc bientôt lieu et des tests électromagnétiques seront pratiqués afin de prouver que les habitants ne risquent rien. Après la débâcle boursière de Vivendi, les petits porteurs d'actions Vivendi Universal ont été entendus aujourd'hui par le juge du pôle financier de Paris, Edith Boisette. Leur association, la PAC, avait déposé une plainte en juillet pour diffusion de fausses informations et présentation de faux bilans. L'action Vivendi Universal qui a repris aujourd'hui 2,36%. Les photos du petit dernier sur la plage, envoyées instantanément aux grands-parents en vacances à l'autre bout de la France. Telle est la magie de la photo numérique, un marché en plein boom. Un appareil vendu sur deux est un appareil numérique, c'est-à-dire qu'on n'y met pas de pellicule, il suffit d'un ordinateur. Explication Luc Bazizin et Nathalie Jourdan. Cet homme vient de découvrir un nouveau jouet, c'est son compagnon de vacances, l'appareil photo numérique. Un objet à succès sur les plages et surtout dans les magasins, puisque ses ventes ont augmenté de 69% depuis le début de l'année. Ce qui fascine surtout, c'est l'instantanéité et la simplicité. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez faire plusieurs photos. Vous pouvez les effacer au fur et à mesure, ou bien vous pouvez les garder, vous pouvez les enregistrer sur CD, vous pouvez les transférer sur un ordinateur. Retour à la maison, l'ordinateur délivre immédiatement la planche de photos sur écran. À vous de sélectionner vos images préférées, d'y mettre un titre, de les agrandir, de les recadrer, de changer leur luminosité ou leur couleur, voire de les transformer. Ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur votre imprimante. Conséquence, le marché des films photos traditionnels accuse une baisse de 5,5%. Mais les professionnels continuent de penser que les photos classiques restent plus avantageuses que les photos numériques. En termes de coût, si vous prenez la différence entre l'achat de l'appareil, les cartes mémoire qui vous permettent de stocker vos photos, vous devez avoir un ordinateur aussi, et ensuite l'impression sur du papier, les cartouches pour l'imprimante. En termes de coût, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Le 24-36 et la photo argentique classique restent le moins onéreux. Et pourtant, dans cet autre magasin, seule l'étagère des appareils photo numériques est vide, pour cause de rupture de stock. Le prix moyen, 530 €. Un engouement qui semble s'amplifier puisque 900 000 appareils numériques devraient être vendus au cours de l'année. La fascination du tirage chez soi a transformé le particulier en artisan photographe. Voilà, Louis et Marie à la plage.
Des vacances au fil de l'eau, voilà plus de 10 ans que sur le canal du Midi, le tourisme fluvial a remplacé le transport de marchandises. Chaque année, ils sont plus de 300 000 touristes à naviguer entre Toulouse et Sète sur les 240 km de l'ouvrage construit au XVIIe siècle. Juliette Meurin et Nicolas Prader ont suivi des bateliers d'un été. Edgar et Marie ont loué leur bateau pour une semaine. Et comme pour une villa, tout commence par un état des lieux en bonne et due forme. Ouais. Comment je vous le fais voir ou je vous le fais pas voir? Comme vous voulez. Bon, de toute façon, c'est très simple. Regardez, vous prenez des allumettes, ici, on appuie, on tourne, et on maintient appuyé un petit moment. D'accord? En fait, on prévoit de faire des courses dans les petits villages en passant. Donc, on a vraiment pris de quoi faire une salade de tomates et un peu d'eau en réserve. Même si on paraît avoir beaucoup de bagages, on n'a pas grand-chose. La visite est terminée. Après quelques explications sur le pilotage, Edgar et Marie vont franchir leur première écluse sous l'œil du moniteur. Si vous voulez, c'est des bateaux qui sont assez légers, avec un bon moteur, donc ils vont répondre de suite à l'accélération. C'est très facile, très facile. La leçon s'est bien passée, le premier obstacle est franchi. Edgar et Marie sont enfin seuls. Les vacances peuvent commencer. C'est quoi votre programme là pour cette semaine? Flâner le long des écluses. Bon, je sais pas si on flâne le long des écluses. Flâner, rien faire. La seule activité va être de passer les écluses. Chacun son rythme, Edgar et Marie ont choisi de prendre leur temps, ne rien faire, vivre au ralenti. Sur le canal du Midi, la vitesse est limitée à 8 km/h. Un peu plus rapide, vous allez le voir, les solitaires du Figaro. En effet, ils sont partis dimanche des Sables d'Olonne. Et les concurrents sont arrivés tôt ce matin à Riron, en Espagne. C'est Charles Caudrelier qui a remporté la 3e étape. Julien Beaumont et Marine Vincent. Un t-shirt propre, un bateau rangé, Jean-Marie Perret est presque un coureur en vacances. Lui, il est là pour profiter de l'escale espagnole de la solitaire du Figaro. Il est avant-dernier et pour cause. Je voulais pas me fatiguer parce qu'il y a encore une étape à suivre. On est quand même à la 3e étape. Et ce que j'ai fait, j'ai beaucoup mis le pilote tout en étant très attentif au réglage des voiles. C'est-à-dire non barré, mais être très vigilant. Et puis passer beaucoup de temps à l'intérieur à me reposer. Pour gagner, il fallait dormir le moins possible, à l'image de Charles Caudrelier, le vainqueur. Dans sa tête, il se repasse les temps forts de cette étape entre les Sables d'Olonne et Riron. Et d'abord, cette erreur de Christophe de Pavan, le leader, c'était au départ. Ensuite, il a fallu profiter du moindre souffle d'air et laisser les autres s'énerver. Ah, c'est infernal. Si tu lâches la barre, bah tu vois, tu déconcentres un petit peu, ça va. Une guerre des nerfs qui a duré jusqu'à l'arrivée. Il est 3h30 du matin, les bateaux avancent au ralenti. Ça se joue à pas grand chose, hein. Une petite risée, tu prends une risée, tu t'en vas. Tu la prends pas, tu peux rester des heures à attendre, à voir les autres passer. Première victoire d'étape pour Charles Caudrelier. Au classement général, il passe de la 9e à la 2e place. Les solitaires repartiront dimanche de Riron pour la dernière étape, direction Cherbourg. Direction maintenant l'île de Ré. Si le petit port de Saint-Martin est devenu un endroit à la mode, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps de cela, les bagnards y embarquaient pour un long voyage vers Cayenne. Les derniers sont partis de l'île de Ré en 1938 et cet été, une exposition ressuscite leur mémoire. Laurent Hakim, Emmanuel Beck. À Saint-Martin, capitale de l'île de Ré, on n'enchaîne plus guère que les bateaux. Depuis 65 ans et la fermeture du bagne, navires de pêche et de plaisance remplacent les chaloupes chargées de prisonniers. Des touristes, trop indisciplinés pour se mettre en rang par 4, s'amusent quand même à refaire en tongs le chemin que les forçats parcouraient en sabots. Le petit pays des roses trémières et des balades à vélo était il y a peu le départ d'une croisière sans retour. Au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré.
À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans pour elle, je ne sais... Après la passerelle qui mène les forçats dans les chaloupes, voilà les menottes et les manilles qui entravent les pieds et poings des prisonniers. L'île de Ré n'est qu'une escale pour les bagnards avant l'exil en Guyane. Ils sont astreints à des travaux, pas dire des travaux forcés très lourds, mais à des travaux, à une surveillance, à des conditions de détention assez dures cependant, mais qui deviennent moins difficiles et moins rudes au fur et à mesure qu'approche le jour de l'embarquement. C'est-à-dire qu'on considère qu'évidemment des forçats en bonne santé, c'est plus facile à surveiller et il faut que ces condamnés arrivent en Guyane dans un état physique à peu près convenable. On y voit passer... La citadelle est toujours debout, c'est encore une prison. Mirabeau, adolescent, en fut le premier détenu en 1768, puni par son père. Les derniers bagnards ont quitté le fort pour la Guyane en 1938. Durant les années de bagne, 50 000 forçats attendent derrière ces murs le grand départ vers Cayenne, pétri de peur ou rempli d'espoir. Nos ailes dans l'île de Ré. Papillon, Seznec ou Dreyfus, les vedettes du bagne ont fait escale dans l'île de Ré. Le jour du départ, les cortèges enchaînés empruntent l'allée dite des Soupirs vers le port. Au large, d'immenses bateaux-prisons comme la Martinière attendent les forçats. Aujourd'hui, l'allée des Soupirs est une promenade et la Martinière le nom du plus fameux marchand de glace de l'île, ce qui n'empêche pas l'émotion. J'ai l'impression que lorsque je vais, par exemple, demain marcher sur ces pavés, et faire le tour de l'île, là, je vais me dire, tiens, il y a des années, les bagnards sont passés là, les bagnards ont souffert là. Cayenne, c'est fini. De l'autre côté de l'océan, la Guyane reste enchaînée à son bagne, dont elle ne sait que faire avec son image de honte. Là-bas, pas de musée, juste des ruines, livrées aux herbes folles. C'est fini. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo, Patrice Drevet. Minuit 15, le dernier journal Ève Métais. 13h, Daniel Bilalian. Et nous, on se quitte avec ces images de ce papy, bon pied, bon oeil. Hier, à 88 ans, ce héros britannique de la Seconde Guerre mondiale s'est offert le grand frisson dans le ciel à près de 200 km/h. Bonne soirée, à demain, 20h.